Et bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Fighters, le podcast d'un amateur de sport de combat pour les amateurs de sport de combat. À la carte d'aujourd'hui, on parlera du combat de Bakary Samake contre Ortiz. On parlera bien sûr de la carte de l'UFC qui a eu lieu ce samedi soir à Abu Dhabi avec le combat pour le championnat poids lourd de Cyril Gane contre Thomas Pinol et également bien sûr du reste de la carte. Les amis, si ce podcast vous plaît, n'hésitez pas à laisser une petite note sur Spotify. Vous faites les trois petits points sur la page d'accueil et puis après vous faites évaluer ce podcast. Vous mettez 5 étoiles, ça fait plaisir. N'hésitez pas à partager ce podcast pour les personnes qui aiment les sports de combat, vos familles, vos amis bien sûr, ça fait plaisir et ça aide à faire grandir ce podcast. Merci les gars. Les amis, que vous suiviez le MMA de près ou de loin, vous n'avez pas pu passer à côté de cette carte du samedi soir, puisqu'on a failli avoir notre premier Français champion du monde de MMA, de l'UFC, de toute l'histoire de la France. Ça aurait été exceptionnel. Malheureusement, je pense que pareil, vous n'avez pas pu passer à côté de cette issue de combat un peu triste, en effet, puisqu'il y a eu un eye poke de la part de Silgan sur Thomas Pinal. On va pas aller trop loin, on va pour l'instant tout d'abord parler de Bakary Samake, puis après on parlera de la carte de l'UFC 321 bien sûr. Tout d'abord, donc, pour le combat de Bakary Samake contre Ortiz, c'était le main event. Bakary Samake qui combat dans les moins de 70 kilos. C'était un combat plutôt intéressant malgré le fait que Ortiz n'a pas proposé grand chose. Si vous avez pu voir le combat soit en entier, soit en résumé, globalement Ortiz n'a pas été dangereux sur toute la période du combat. On a eu un Bakary Samaki qui j'aime beaucoup son style de boxe. Je ne vais pas dire qu'il est attentiste puisque ce serait mentir, mais il a un style vraiment diesel. Il va vraiment prendre son temps, essayer de se mettre dans le combat, tester son adversaire, notamment avec son jab. On va en parler pas mal de son jab, mais du coup voilà, il prend bien son temps. Il a tellement pris son temps que cinquième round, il a réussi, il a accéléré, il avait déjà accéléré un peu au quatrième round. Et il arrive à finir son adversaire avec un KO du coup plutôt violent, parce que c'est ce qui manquait à Bakary. Il me semble que sur ce dernier combat, il avait des finitions, mais c'était des finitions au corps. C'était pas des gros KO là pour le coup, c'était un KO un peu méchant. Très très méchant, très brutal, pardon. Mais du coup, ouais, combat très intéressant, puisque là on avait un Samake qui, comme son habitude, a un excellent jab. Un jab qui va snapper, qui va vraiment claquer, qui est rapide, relâché, qui va cacher, qui va permettre de combiner derrière. Franchement, son jab a beaucoup d'utilité. Il fait mal, il stoppe, il permet de combiner, il empêche l'attaque. Il fait tellement de choses ce jab et en même temps il lui permet aussi de prendre sa distance. Donc franchement très très intéressant. On le voit de toute façon sur les 5 rounds que ce jab il lui permet de faire beaucoup de choses. Que Ortiz à l'inverse il n'arrive à faire pas grand chose. Il fait pas grand chose l'Ortiz, il est pas très dangereux. Toutes ces attaques qu'il essaye de faire, elles mènent pas à grand chose. Il prend pas mal de coups, surtout ce jab comme je le disais. On, sur les deux premières rondes, on a un Samake qui essaye vraiment d'installer son jab, qui fait pas beaucoup de combinaisons, qui met pas forcément son bras arrière. Il est vraiment dans le début de l'entame du combat, hein. Il y avait 10 rounds à faire, c'est tout à fait normal. Et puis après, forcément, sur les trois quatre rounds, là, on a un Bakary Samake qui accélère un peu. On a beaucoup plus de combinaisons, des combinaisons au corps qui font mal à Ortiz. Et donc ce jab qui fait encore très très mal, je vous le dis forcément, les premiers rounds, Ortiz il arrive à tenir, puis après ça commence à faire mal. Ça commence à faire mal l'accumulation de tous ces coups. Tout ça l'emmène évidemment sur un finish sur le cinquième round, hein. Je pense que vous l'avez vu sûrement, mais du coup c'était forcément sur le finish KO crochet avant. Il finit, il profite de son inertie pour mettre son bras arrière en cross, qui fait très très mal, un peu en cross overhand, quelque chose comme ça. Moi, ce que j'ai noté également, c'est que j'adore l'attitude de Bakary, notamment son travail postural. Il est tout le temps en mouvement, c'est-à-dire que tout le temps il est en mouvement et dès que Ortiz va essayer d'envoyer un coup, il y a peut-être 60% de chances qu'en fait Bakary il est déjà esquivé grâce en tout cas à son mouvement de buste, ces mouvements de tête qui sont tout le temps là, tout le temps là. Ces mouvements très, très félins en fait, on dirait un peu un chien, un léopard entre autres. Il est vraiment très agile sur ses appuis, ce qui lui permet d'exploser, vraiment de créer des gros impacts assez rapides à son adversaire. Et là, du coup, on a pu voir que voilà, il arrive quand même à mettre des KO, à éteindre ses adversaires. Donc franchement, un combat très intéressant. La seule chose que je pourrais un peu remonter de ce combat-là, eh bien, c'est peut-être le manque d'adversité. C'est vrai que je connais un peu moins la boxe anglaise que le MMA, donc je connais pas trop les adversaires de Bakary, mais du coup, bon là, c'est vrai qu'apparemment Ortiz avait 24 KO. Bah, sûrement, hein, sûrement dans son pays, il avait 24 KO, mais en tout cas en France, là, on n'a pas vu une once de dangerosité de sa part.
Ce qui est un peu dommage pour Bakary. J'ai envie de le voir être testé. Bon, on l'avait vu face à Moussaoui il y a quelques temps là, qu'il avait réussi à relever ce défi. Mais en tout cas, combat très intéressant d'un point de vue technique, d'un point de vue brutalité. C'était vraiment pas mal à voir. On va pouvoir passer donc à la carte de l'UFC avec bien sûr le main event de Cyril Gane contre Thomas Spinal. On va parler directement de ce main event. L'entame du combat elle est excellente de la part de Cyril Gane, bien sûr. On a vraiment un super combat, une super entame de combat. On voit que Gane il est vraiment là. Comme à son habitude, impulsion-répulsion. Les bras plutôt bas mais qui lui permettent d'exploser, un peu comme à Bakary. Un jab qui snap, qui arrive vraiment à gêner Thomas Spinal, qui arrive à vraiment le gêner, à l'empêcher de rentrer. Tom, bah forcément, il est un peu au milieu de l'octogone, c'est lui qui est un peu plus lourd, c'est lui qui est un peu plus puissant. Donc c'est lui qui essaye de cadrer Cyril qui bouge bien. Cyril qui arrive à exploser sur quelques passages, notamment le moment où il lui pète peut-être le nez, en tout cas il lui inflige une hémorragie nasale, pardon, avec un bras arrière qui est vraiment très explosif, on le voit. Et donc franchement, très bon oblique kick également. Donc vous savez, les oblique kicks, c'est lorsque vous essayez ce qu'on appelle aussi stop kick, c'est lorsque vous essayez de taper le genou de l'adversaire avec un pied. John Jones adorait faire ça. En fait, vous tapez avec comment dire, le pied plat, mais un côté plat pied, comme ça, au niveau du genou, pour vraiment essayer de stopper l'adversaire d'avancer. Et donc, bah forcément, Cyril Gane, c'était son job. Le job de Cyril Gane sur ce combat-là, c'était forcément de gérer la distance, d'exploser, de prendre de vitesse Thomas Spinal, de l'empêcher d'avancer sur lui. Comment vous faites ça? Eh bien, vous faites ça en instaurant un super jab qui empêche l'adversaire d'avancer. Vous faites ça en instaurant des stop kicks qui empêchent l'adversaire d'avancer. Vous faites ça en instaurant des front kicks qui empêchent l'adversaire d'avancer. Vous avez compris là où je voulais en venir. Faire attention quand même au kick au corps, parce que forcément là on était plutôt sur un adversaire, Thomas Spinal, qui était peut-être un peu meilleur au sol que Cyril Gane, donc il fallait quand même faire attention au coup au corps. En tout cas, sur les 4 premières minutes, je vais en venir à la fin de l'issue du combat, mais on a un Cyril Gane qui est quand même vraiment très très installé, qui arrive à toucher, qui arrive à faire du dégât, qui arrive à causer cette hémorragie nasale. Donc plutôt très intéressant. Franchement, j'étais super content, parce que là, quand je vois ça, je me dis waouh, franchement, Cyril, là, il est bien. Il est bien, Tom, il arrive à toucher, mais il n'arrive pas à toucher durement, et tant mieux, parce que de toute façon, il fallait pas prendre quelques coups. Et puis par contre, j'ai quand même noté que Tom, il était plutôt varié. Enfin, moi, j'avais pas le souvenir de voir un Tom Aspinall qui avait des coups aussi variés que lors de son combat face à Cyril Gane. Je m'explique. Tom Aspinall utilisait ses points, mais il a utilisé pas mal de fois aussi son high kick qui partait très très vite. Je vous rappelle, on est en poids lourd. On n'est pas en box taille ou en kickboxing, c'est-à-dire que vous avez des mitaines à la place des gants. Donc la garde est plutôt fine. Il suffit juste que le kick, donc même la surface du pied, touche un peu l'arrière du crâne et ça peut vous déconnecter, surtout en poids lourd. Donc franchement, ces kicks faisaient un peu peur. Ces high kicks, coup de pied retourné, il a essayé d'en mettre un. C'était plutôt intéressant parce qu'il a essayé de le mettre du côté où Cyril Gane tournait. Donc ça, c'était plutôt intéressant de le faire pour vraiment casser la ligne où Cyril allait tourner. Franchement, c'était un combat qui promettait beaucoup. C'est pour ça, je vais en venir. Malheureusement, dans la fin du premier round, Cyril Gane met deux doigts dans l'œil à Thomas Spinal et Thomas Spinal ne peut pas reprendre. Forcément, c'est très décevant de voir ça. Néanmoins, on n'a pas grand-chose à dire. Enfin, nous, on est juste des spectateurs. Si Thomas Spinal ne pouvait pas reprendre, eh bien, qu'il en soit ainsi, il ne peut pas reprendre. J'ai envie de vous dire, qu'est-ce qu'on a à dire? On n'est pas dans la cage. C'est pas nous qui prenons l'argent. C'est pas nous qui prenons des patates. C'est pas nous qui défendons notre titre. C'est pas nous qui avons passé 2 minutes dans une cage sur je sais pas combien de combats. Donc franchement les gars, nous on a juste à fermer notre gueule. Enfin, y a rien à dire. S'il est parti parce qu'il a eu peur de Cyril et qu'il voulait pas continuer à cause de son nez ou je sais pas quoi, s'il est parti parce qu'il pouvait vraiment rien voir, s'il est. Ça, on s'en fout, nous. Nous, on n'a pas notre mot à dire, les gars. Nous, on n'a rien à dire. On n'a aucun. On n'a rien à dire, les gars. Je sais pas pourquoi tout le monde prend la veste de Tom, prend la veste de Cyril. Ouais, Cyril avait pas faire ça. Ouais, Tom, il avait à continuer le combat. Les gars, on n'a rien à dire. Rien à dire. Le combat, ça se passe comme ça. Et qu'il en soit ainsi. Voilà, c'est tout. C'est la fin. Il n'y a pas besoin de chercher midi à 14h. Forcément, c'est décevant. Ça, on a le droit de le dire, bien sûr. Mais de là à porter atteinte aux combattants, bah non, les gars. Si le mec se sent pas pour repartir, il repart pas. Si le mec il abandonne parce qu'il est trop fatigué, eh ben il abandonne. J'ai envie de vous dire,
enfin nous on a aucun point là-dessus. Nous on est des spectateurs, on regarde et on ferme notre bouche. C'est tout, c'est comme ça que ça se passe. Donc forcément d'un point de vue de spectateur, c'est décevant de voir ça. On aurait voulu voir la suite du combat puisqu'en plus ça paraissait vraiment très très intéressant ce qu'il se tramait. Malheureusement ce n'était pas le cas. On a eu Alex Pereira qui a réagi suite à ce combat, qui serait peut-être intéressé de monter en poids lourd. Après, forcément, je pense que la suite des choses, là, c'est une revanche. Parce que là, forcément, on a l'anguille, on a envie de voir la suite. Donc, je sais pas si Pereira prendra Thomas Spinal directement. En tout cas, moi, je trouvais ce combat plutôt intéressant au début. Malheureusement, il a été stoppé un peu net. Mais c'est dommage pour Cyril parce que là, il avait l'air d'être vraiment préparé. Je pense qu'il a fait une préparation très dure. Il commence à se faire un peu vieux, même si la catégorie des poids lourds, ça va. Mais bon, voilà, il a commencé plutôt vieux la carrière. Sa carrière de MMA et puis les préparations c'est dur donc je pense que là c'était son ultime chance et je sais pas si lui va vouloir repartir. Après lui c'est à lui de nous le dire bien sûr. En tout cas plutôt dommage forcément mais bien sûr faut saluer la performance de Cyril Gane qui était bien rentré dans ce combat et j'aurais bien voulu en voir plus. Comme il l'a dit lui-même, il aurait peut-être fini KO, il aurait peut-être mis KO, il aurait gagné la décision. Ça on s'en fout hein, mais en tout cas c'est comme ça les gars, il n'y a pas besoin de chercher midi à 14h. Tom, il est parti peut-être parce qu'il avait peur, il est parti peut-être parce qu'il avait vraiment mal. C'est comme ça, les gars. Nous, on regarde juste et on n'a pas d'autre chose à dire. Vous allez peut-être m'en vouloir, mais les gars, j'avais pas du tout la détermination. Il y avait la ceinture des poids femmes de Dern contre Gianni Roba. Je ne sais pas si je dis bien le nom et je vais quand même regarder sur internet pour pas lui écorcher le prénom. Franchement, les amis, j'avais quand même un peu. Donc c'était en strawweight, donc j'avais quand même. J'avais la flemme. Les amis, je suis vraiment honnête avec vous. J'avais vraiment la flemme de regarder ce combat, surtout quand j'ai vu que c'était à la décision. Je me suis dit non. Donc c'était bien Gianni Roba contre Dern en strawweight. Franchement, voilà. Les amis, j'ai pas regardé ce combat. Je suis honnête avec vous. J'attends peut-être un résumé. C'est le seul combat de la carte que je vais regarder en résumé parce que franchement, j'avais vraiment la flemme. En plus, il y avait que des décisions sur cette carte, sur cette main card. RMC n'a toujours pas sorti la carte préliminaire. Donc j'attends qu'il la sorte pour regarder également parce que quand même des combats qui m'ont l'air plutôt intéressants. Mais du coup, j'ai pas regardé ce combat. Néanmoins, ce qu'il faut retenir, c'est que Mackenzie Dern est championne de la catégorie. Ok, c'est cool. C'est pas pour leur manquer de respect, bien sûr. Hein, juste, je suis pas intéressé, donc je regarde pas. Bien sûr, je ne suis pas payé pour l'instant pour mon métier. Peut-être que si à un moment je suis payé pour commenter des sports de combat, eh bien je ferai mon taf et je regarderai les combats, bien sûr. On va passer à la suite avec un combat qui était exceptionnel, les amis. Mais quand je vous dis exceptionnel, c'est exceptionnel. Le combat de Ousmane, non, pas Ousmane, pardon, Oumar. Ousmane, il est au Bellator. De Oumar Nurmagomedov contre Bautista. Alors ça, les amis, c'était un combat mais exceptionnel. Sincèrement, si vous l'avez pas vu, je vous encourage vraiment à voir ce combat hein, parce que là, les amis, y a rien à regarder. Hein. Franchement, il y a rien à regarder. Genre, les gars, j'ai même pas les mots. Franchement, j'ai même pas les mots. C'est exceptionnel. Surtout quand on met en parallèle face au combat d'avant, donc, ce qui était Almeida contre Volkov. On en parlera bien sûr. Mais franchement, Nurmagomedov, Bautista, donc c'était en bantamweight, donc en moins de 61 kg. La catégorie à Petroyan, à Merab Dvalishvili. Donc là, c'était le numéro 2 contre le numéro 9. Très très intéressant ce matchmaking. Bautista qui est quand même plutôt chaud. Hein. Son dernier combat, je ne me rappelle plus face à c'était qui, mais c'était il n'y a pas très longtemps. Il avait fait une très grosse perf, je m'en rappelle. Et donc forcément, le combat de Nurmagomedov, il me semble que son dernier combat, c'était peut-être Merab. Mais peut-être que je me trompe, peut-être il a eu un combat avant, j'ai pas envie de dire de bêtises. En tout cas, le niveau de Oumar était quand même vraiment exceptionnel, hein. Même si face à Merab, forcément, il avait pris un peu cher. Quoique, il me semble qu'il avait pris les premiers rounds. Mais malheureusement pour lui, Merab était revenu. En tout cas, combat très très intéressant. Sur le premier round, on va faire round par round comme d'habitude. Énorme round de Nurmagomedov, hein, c'est ce que j'ai noté. Un takedown et puis donc seulement un takedown puis un récital de Oumar avec des frappes, des changements de position, encore des frappes, un petit retournement de situation puisqu'il y a eu une grosse menace de clé de talon de Bautista. Mais les gars, franchement ce combat faut le voir. Franchement ce combat faut le voir parce que waouh, le niveau au sol est exceptionnel, mais des deux hein, parce qu'on a vraiment un Nurmagomedov qui est très très offensif au sol, Bautista qui est très défensif parce que forcément vous avez un mec qui attaque donc il faut quelqu'un qui défend.
Et c'est tellement rapide sur les changements de position, sur les petits mouvements, les mouvements de pied, de buste, d'épaule. Enfin, c'est vraiment exceptionnel. C'est très smooth, comme disent les Anglais. Donc franchement, waouh, incroyable, incroyable. Et donc du coup, cette petite clé de talon de Bautista qui menace Nurmagomedov, pardon, très compliqué à dire. Je crois que je vais commencer à l'appeler Oumar tout simplement. Mais Oumar qui est très réactif, qui arrive à défendre cette clé. Franchement, les gars, quand je compare du coup au combat qu'on va parler juste après, donc de Almeida, bah là vous avez un grappling exceptionnel de Nurmagomedov et vous avez un grappling peut-être plus JJB, plus vraiment sans dégâts de Almeida. On en parlera tout à l'heure de toute façon de ce combat vraiment très décevant. Mais du coup, vraiment, Oumar vraiment très très fort. Donc logiquement, il prend ce premier round, hein. Il a eu beaucoup plus de frappes, beaucoup plus de temps de contrôle, beaucoup plus d'activité que Bautista. C'est plutôt logique. Ensuite, deuxième round, retournement de situation, un knockdown de la part de Bautista donc sur Oumar, puisqu'il arrive à contrer un takedown avec un genou. Donc ça, c'est quelque chose qui se fait souvent, hein, pour ceux qui ne voient pas de quoi je parle. En fait, lorsque vous avez généralement, hein, un striker contre un lutteur, bah, le striker va vouloir rester debout et le lutteur va vouloir emmener le striker au sol. Ça, c'est plutôt logique, j'espère que vous me suivez. Du coup, une technique, une tentative qui peut être mise en place par le striker est de vouloir contrer, l'amener au sol. Comment on contre? Eh bien, notamment avec des coups de genou. C'est-à-dire que si la personne essaye de plonger dans vos jambes pour vous amener à terre, eh bien le striker, ou généralement n'importe qui, hein, qui essaye de contrer une amenée au sol, va vouloir contrer cette amenée au sol en montant le genou, comme s'il voulait mettre un coup de genou pour que ce genou arrive au niveau de la tête. Et forcément contre cette amenée au sol. C'est ce que Bautista a réussi à faire à Oumar en infligeant ce coup de genou. Oumar qui est sonné, qui fait un petit ascenseur, qui arrive néanmoins à vite reprendre ses esprits. Donc malgré ce knockdown, Oumar arrive encore à infliger un takedown à Bautista. Cette fois-ci, il arrive même à mettre un triangle de corps. Il cherche un rear naked choke, hein, donc vous savez, c'est l'étranglement arrière. Renversement de Bautista, mais c'est pour ça ce combat, les amis, il faut le voir. Ce combat-là, faut le voir, les amis, parce qu'il est vraiment exceptionnel. Le niveau est vraiment incroyable. Bautista, il arrive à encore faire un renversement. C'est un combat de fou. Donc, pour ma part, c'est quand même un 2-0 pour Nurmagomedov. Certains peuvent peut-être donner 1-1 parce qu'il y a le knockdown de la part de Bautista, hein, je peux le comprendre. Pour moi, ça reste un 2-0 parce que Nurmagomedov, il arrive un peu à reprendre l'ascendant malgré ce knockdown. Il fait le takedown, triangle de corps, il met des frappes. Donc, pour moi, il le prend quand même. Il fait un peu plus de dégâts au sol, debout, plus de contrôle. Donc pour moi, à l'entame de ce combat, il y avait quand même un 2-0. On aurait pu avoir un 1-1 également. Sur le troisième round, eh bien, je me le répète, hein, je le répète encore dans les notes, mais combat exceptionnel niveau sol. Très bonne défense de Bautista, très bonne offensive de Nurmagomedov. Oumar est beaucoup plus actif que Bautista et c'est lui l'investigateur des actions et donc c'est lui logiquement qui gagne le combat. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est lui qui est initiateur des actions, c'est lui qui décide souvent de commencer les actions. Et donc forcément, les juges, ils aiment ça, hein, ils aiment les personnes qui commencent les actions plutôt que les personnes qui attendent. Bautista, vraiment un gros niveau, hein, parce que là, attention, il affronte le deuxième de la catégorie, lui il était seulement neuvième de la catégorie. Ce qu'il a fait, c'est déjà très très beau, parce que là, on a Nurmagomedov en face qui avait déjà affronté Merab en plus, donc il a forcément pris du niveau. Donc c'est très prometteur pour Bautista parce qu'il s'est pas du tout fait défoncer, hein. On peut même lui donner peut-être le deuxième round. Et puis à côté, même au sol, il n'était pas non plus en danger. Ce que je veux dire, c'est qu'on l'a pas senti menacé. À chaque fois qu'il y avait des menaces de soumission, il défendait super bien. Donc franchement, combat incroyable. Donc du coup, forcément, c'est Nurmagomedov, hein, Oumar, qui arrive à gagner ce combat. Très très intéressant. À la suite sur l'interview, il dit qu'il se sent prêt pour affronter Peter Yan ou Merab. Donc, en tout cas, hâte de voir ça parce que même niveau cardio et tout, le combat est exceptionnel, hein, je vous invite à le voir. Je n'ai pas, donc merci RMC Sport les amis. Et RMC Sport n'a pas mis le combat le premier combat de la main card. Je me rappelle plus c'était qui. C'était Rakic, il me semble. Rakic avec quelqu'un, je n'ai pas pu voir. Madrikamov, je me rappelle plus. Je vous dis ça tout de suite, excusez-moi, je vous fais patienter un tout petit peu. Je n'ai pas pu voir le combat de Murzakanov contre Rakic. Il me semble que Murzakanov a gagné. Je me rattraperai ça de toute façon. Après, pareil, là, je crois qu'il y a eu un énorme combat, hein, avec un KO incroyable. Donc c'était un KO avec... je m'en rappelle plus. Un KO high kick. Enfin bref, il y a eu vraiment des beaux combats dans les frames. Donc je vais me regarder ça dès que RMC Sport met la carte entière. En tout cas,
Donc pour le dernier combat dont on va parler dans cette émission de Fighters, on va parler donc du combat de Almeida contre Volkov. Là les amis, je suis un peu moins hype, clairement. J'attendais un peu de voir ce combat. Même si Volkov, je suis pas du tout fan de ses combats. Almeida, je suis pas non plus très fan de ce combat. Là on avait le cinquième contre le deuxième, donc Volkov était deuxième de la catégorie. Pardon. Donc juste derrière Cyril Gann, on avait le cinquième, Almeida également qui était là. Et donc on avait sûrement une opposition sur la personne qui pourrait prendre un title shot. La personne qui gagne pourrait prendre le title shot. Moi je vous assure, hein, avec ce que j'ai vu hier soir, sincèrement j'ai pas forcément envie de donner un title shot à ces deux hommes. Ça tombe bien, je suis pas Dana White, hein, je ressemble pas du tout à Dana White, je fais environ 30 cm de moins je pense. Peut-être un peu plus, enfin peut-être un peu moins de... je sais pas, après je crois qu'il est grand. Bref, en tout cas, combat plutôt intéressant pour voir du coup ce qu'est un grappling bowing, comme disent les Anglais, hein, ce qui est vraiment très très chiant comme combat. Ce que je veux dire par là, donc, c'est que Almeida, forcément, c'est plutôt un grappleur. Volkov, c'est un grappleur striker, il arrive à faire plutôt les deux. On se rappelle, hein, de la défaite de Volkov lors de son dernier combat face à Cyril Gane, c'était il y a quelques mois. Défaite un peu controversée, moi ça m'avait pas forcément choqué. En tout cas, sur le premier round, on a un takedown dans les premières secondes, hein. Dès les premières secondes, on a un takedown pour Almeida. Gros contrôle dans les premières minutes, mais Volkov, il arrive quand même à renverser Almeida et score pas mal de frappes, ce qui lui permet de remporter sur le round. En fait, ce que je veux dire par là, c'est que Almeida a peut-être eu 3 minutes 30 de contrôle sur Volkov, peut-être un peu moins, 3, ouais, 2 minutes 30, 3 minutes. Mais en fait, vu que sur le contrôle, il fait rien du tout, mais vraiment rien du tout, il cherche des positions, il temporise, il fait pas du tout de frappe, et ben ça se trouve qu'en Volkov, en peut-être 1 minute 30, vu qu'il a mis beaucoup plus de frappes qu'Almeida, il arrive à récupérer 3 minutes 30 de contrôle de la part d'Almeida. Donc c'est là où on se rend compte vraiment que les frappes, c'est beaucoup plus intéressant. Moi, je vous dirais, hein, pour moi, ma décision à la fin de ce combat. Donc voilà, je vous le dirai. Mais du coup, Volkov arrive quand même à prendre le premier round malgré le fait qu'il avait eu beaucoup moins de temps de contrôle. Pour ma part, hein, c'est ce que j'en déduis. Sur le deuxième round, on a beaucoup plus de temps de contrôle pour Almeida. On a 2 takedowns scorés. Donc pareil, un peu plus de takedowns. On a sûrement du coup le deuxième round pour Almeida. Moi, j'ai pas grand chose à dire sur ce combat. C'était un combat vraiment très chiant, les amis. Là, je crois que c'était il y a une semaine ou il y a 2 semaines, on a eu combat de Pitbull, il me semble, ou je m'en rappelle plus, mais un combat de striking qui était vraiment chiant. Ben là, c'est un combat de grappling vraiment chiant où il se passe vraiment pas grand chose. Almeida qui essaye de faire beaucoup de contrôle. Les takedowns sont pas dégueux, par contre. Les takedowns de Almeida sont pas dégueux. On est toujours en poids lourd, donc voilà, c'est quand même intéressant. Même le grappling de Almeida, hein, il est pas dégueu, c'est juste qu'il est très stérile, quoi. Il inflige pas de dégâts. On est en MMA, on a envie de voir des coudes, des coups de poing. C'est d'ailleurs ce qu'arrive à faire Volkov, notamment sur le troisième round. Troisième round, manque de dégâts conséquent de Almeida, c'est ce que j'ai noté, pardon. Pour moi, c'était un combat de grappling. Pardon les amis, j'ai baillé en ce dimanche matin. Donc du coup, ce que je voulais dire, voilà, c'est que pour moi, c'était vraiment un combat de grappling pur de la part de Almeida. Je pense qu'il s'est trompé de cage. J'ai cru qu'il était à l'UFC BJJ parce qu'il n'y a vraiment eu aucun dégât. Donc plutôt décevant ce combat. Victoire de Volkov à la décision car il a infligé un peu plus de dégâts. C'est pas une grosse prestation. Pour ma part, j'aurais donné la victoire à Almeida. Je m'explique, Almeida a infligé beaucoup moins de dégâts que Volkov, ça on est d'accord. Par contre, d'un point de vue MMA large, c'est-à-dire que pour moi là, sur ce combat, on a eu un combattant qui a montré qu'il avait un MMA meilleur que son adversaire. Pour moi, Almeida, vu qu'il n'y a pas eu de phase de striking, pas beaucoup, eh bien, c'était quasiment que du grappling. Et on a vu que Almeida était meilleur en grappling que Volkov. Pour ma part, c'est ce que j'en ai conclu. Donc pour moi, ce combat aurait dû aller pour Almeida. Mais ce fait que son grappling soit vraiment très stérile, eh bien ça ne me dérange pas du tout de le donner à Volkov. Au contraire, ça motivera peut-être Almeida à mettre un peu plus de frappe dans son jeu parce que là c'était vraiment très compliqué à voir. C'est vraiment fatigant quoi. Après, voilà, c'est comme ça, c'est le sport, hein. Chacun a son style de combat. Faut pas dénigrer, pas du tout. Pardon. Dimanche matin, je vous le répète. Donc ce n'était pas forcément une très grosse prestation. Moi j'ai du mal à voir les deux de toute façon faire un title shot, hein. Pour moi, Tom il avait déjà battu Volkov, il va sûrement battre Volkov. Euh, Même Cyril Gane, enfin voilà quoi. C'est pas très hype en cette catégorie des heavyweight. On voit que le niveau est quand même très compliqué. Donc voilà, c'était un peu pour la main card de cette UFC Abu Dhabi.
Comme je vous l'ai dit, je n'ai pas pu voir le combat de Rakic et j'attends de voir le combat en entier parce que c'est quand même intéressant. Mais j'attends aussi de voir le magnifique KO sur high kick que j'avais vu passer. Je vais me rattraper ça là dès que c'est disponible. En tout cas, forcément, c'est une soirée un peu décevante. On aurait peut-être pu avoir notre premier Français champion du monde de MMA à l'UFC. Malheureusement, ça ne s'est pas passé comme ça. C'est comme ça. Faut pas chercher midi à 14h, c'est du sport. Ça n'est pas arrivé hier, ça arrivera sûrement une autre soirée, un autre jour. En tout cas, pareil, une belle prestation de la part de Bakary Samaké. Hâte d'en voir un peu plus parce que ils nous ont montré à chaque fois un peu plus. Là, on a eu un beau petit KO, donc enfin un bon gros KO surtout parce que franchement, il est quand même magnifique. Donc en tout cas, les amis, j'espère que vous avez passé un agréable moment devant ce podcast Fighters. Je ne l'ai pas dit, mais forcément, je vais le rajouter peut-être en début d'épisode. Si ce podcast vous plaît, que vous êtes arrivé à ces 25 minutes, déjà vous avez un temps d'attention qui est plutôt intéressant. Merci. N'hésitez pas à liker, à partager ce podcast à des amis, de la famille qui aiment les sports de combat. On essaye de faire grandir le podcast au fur et à mesure. Ça fait déjà environ 2 mois. Ouais, environ 2 mois et demi que j'ai écrit ce podcast, que je suis régulier à chaque fois. Ça me fait très plaisir de le faire. Ça me prend du temps en plus, mais c'est un temps que j'aime consacrer au sport de combat. Donc j'espère que ce podcast vous plaît les amis, et on se dit à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Fighters.